heureux de vous retrouver pour continuer à parler d'Europe, même si je dis ça pour la représentante du mouvement européen. Mon analyse est une analyse critique, c'est le titre d'ailleurs, des politiques européennes. Mais analyse critique ne veut pas non plus dire détachement de l'Union européenne. Si je suis critique, c'est parce que je pense que d'autres politiques sont possibles et que ces autres politiques possibles permettraient de donner sans doute plus d'ampleur au projet européen. Donc on est ensemble pour 4 séances. Nous en avons déjà tenu 2. Dans la première, j'ai fait une mise en perspective, une double mise en perspective, une mise en perspective historique et une mise en perspective économique. J'y reviendrai, je redonnerai quelques éléments tout à l'heure. La deuxième séance, j'ai traité des politiques de concurrence sociale et fiscale. La troisième, celle d'aujourd'hui, je vais traiter des politiques financières et monétaires qui ont profondément évolué en lien avec la crise financière de 2008. Et la quatrième séance, la prochaine, je traiterai des politiques budgétaires et des conclusions. Donc à chaque fois, bien sûr, tout ça fait un ensemble assez dense et en même temps assez critique du fonctionnement de l'Union européenne actuelle. Et je pense que ça nous a déjà amené à discuter, puisqu'il y a toujours, je réserve toujours la dernière demi-heure pour des échanges sur les propos que j'ai dit ou même au-delà de ces propos. Et donc je pense que la dernière séance, avec tous les éléments accumulés, nous aurons des possibilités d'y voir peut-être un tout petit peu plus clair sur ce qui peut être fait au sein de l'Union européenne. Donc, je vais commencer. Donc, il y aura toujours la dernière demi-heure. Je tiens mes délais pour discuter. Je vais commencer par un petit rappel des 2 premières séances, de façon à se mettre en jambes, comme quand on fait notre footing, avant d'attaquer sur les politiques financières et monétaires. Donc, alors bien sûr que moi je suis économiste, donc l'analyse des politiques que je fais, c'est une analyse des politiques économiques. Donc la mise en perspective, la double mise en perspective, très rapidement, retour donc les bases. Le traité de Rome 1957, donc 57, l'architecture institutionnelle, elle est dans le traité de Rome. C'est-à-dire que les institutions qui fonctionnent aujourd'hui, elles sont dans le traité de Rome. Les rapports entre elles ont évolué un petit peu au cours du temps. Donc le Conseil des ministres, qui détient l'essentiel du pouvoir avec les orientations stratégiques. Conseil des ministres qui s'est vu développé au cours du temps par un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement à partir de 1974. Donc je disais, ce Conseil des ministres détient l'essentiel du pouvoir. L'essentiel des décisions se prennent, je rappelle, à la majorité qualifiée. Majorité qualifiée, 65% des États membres et 55% des États membres, 65% de la population, sauf 4 domaines, sécurité, défense, éducation, culture, fiscalité et domaine social. C'est donc notamment les 2 domaines dont j'ai traité la dernière fois, où là la décision se prend à l'unanimité. Donc ça, c'est la première institution. Le Conseil des ministres ou le Conseil des chefs d'État, le Conseil européen, représente l'intérêt des États membres. Ensuite, il y a la Commission qui formule des propositions, qui prépare le budget, qui met en œuvre les décisions. Elle représente l'intérêt communautaire. Elle est formée d'experts et depuis 2009, le président de la Commission
européenne, donc celui qui sort là c'est Juncker, il est élu par le Parlement européen. Troisième institution, l'Assemblée parlementaire, donc ça s'appelait comme ça au début, maintenant ça s'appelle le Parlement européen. Donc au début, ce Parlement n'était pas élu au suffrage universel, depuis 1979 c'est le cas, et les pouvoirs du Parlement européen ont considérablement grossi au cours du temps, si bien qu'aujourd'hui, sauf dans les 4 domaines où l'unanimité est requise, on est sur la base, disons, d'un processus de codécision entre le Conseil européen et le Parlement européen. Enfin, dernière institution, la Cour de justice de l'Union européenne, qui assure l'homogénéité de l'application du droit communautaire dans les États membres et dont les avis sont priment sur le droit national. Traité de Rome, ça c'est l'aspect institutionnel, mais le traité de Rome, les objectifs du traité de Rome, c'est aussi des objectifs économiques d'importance. C'est la réalisation d'une union douanière et la mise en œuvre de politiques communes. Réalisation, je rappelle très vite, union douanière, c'est plus qu'un marché commun. Le marché commun, c'est la fin des droits de douane entre les États membres. L'union douanière, c'est non seulement la fin des droits de douane entre les États membres, mais c'est des droits de douane communs, les mêmes, avec les pays extérieurs à l'Union européenne. Donc ça sera réalisé dans les 10 ans qui suivent le traité de Rome. Et c'est le traité de Rome, la mise en œuvre de politiques communes. Donc il y en a une qui va être immédiatement mise en œuvre, qui est la politique agricole commune en 1962. Donc je ne reviens pas là sur, j'avais donné quelques éléments, autosuffisance alimentaire, etc. Et 1974, la politique régionale, qui vise à rattraper les régions qui sont les plus en retard au sein de l'Union européenne. Ça, c'est le traité fondateur 1957 et ses objectifs. Donc union douanière et politique commune. Dans ce petit rappel là vite, création d'un deuxième date importante, la création d'un système monétaire européen 1979 qui organise une gestion commune des taux de change, puisque nous sommes en 1979, nous sommes dans un univers de taux de change flottants. Flottant, ça veut dire que le taux de change évolue au jour le jour en fonction de l'offre et de la demande. Et donc les États membres, entre eux, veulent maintenir des parités fixes. Et pour ce faire, dans ce système monétaire, ils vont s'assurer la collaboration des banques centrales européennes qui seront là pour essayer de maintenir ces parités. Le troisième date importante, le traité de l'acte unique, 1986, donc qui va créer le marché unique. Donc ça veut dire quoi? On avait déjà l'union douanière. Là, ça va plus loin. C'est pas seulement la fin des barrières tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane, mais c'est aussi, avec le marché unique, la fin des barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes techniques, les normes sanitaires, les normes de protection des consommateurs, etc., de telle façon que les biens puissent circuler de manière indifférente d'un pays à l'autre, puisqu'ils auront les mêmes normes. Le marché unique, c'est aussi la liberté de circulation des hommes, qui est repris de l'espace Schengen, c'est l'espace Schengen, et la liberté de circulation des capitaux. Je le redirai tout à l'heure, le traité de l'acte unique qui crée le marché unique en 1986, c'est pour moi un tournant vers une Europe concurrentielle et marchande. Mais il faut d'autant plus retenir cette date. Ensuite, autre jalon très important, le traité de l'Union européenne, qu'on appelle aussi le traité de Maastricht, 1992.
Donc là, je vais en reparler tout à l'heure, donc j'insiste pas. Il y a bien sûr des facteurs économiques qui poussaient. Le traité de l'Union européenne, traité de Maastricht, c'est celui qui va fonder la zone euro. Hein, donc il y avait des facteurs économiques, notamment le système monétaire européen, qui poussait à la création d'une monnaie commune, mais il y a une accélération de l'histoire pour des phénomènes extra-économiques qui vont amener à cette monnaie commune. Ces facteurs externes, c'est la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc il faut retenir cette date très importante, traité de l'Union européenne, Maastricht 1992. Donc il y a des dispositions économiques et monétaires, il y a les statuts de la future Banque centrale européenne, il y a les critères de convergence pour rentrer dans la future zone euro. Dernière date là, dans ce rapide tour d'horizon historique, c'est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG, traité de 2012, qui met en place, un traité qui impose la mise en place par les États membres, sous le contrôle de la Commission, des politiques de retour à l'équilibre budgétaire. On le verra, donc, puisque la semaine prochaine je parlerai des politiques budgétaires, on verra que les projets de budget des États membres sont examinés à l'aune de ce traité, sont examinés par la Commission européenne et doivent recueillir son approbation. Voilà, dans cette mise en perspective historique, je rappelle quand même très vite qu'il y avait 6 États membres au départ, au moment du traité de Rome, qu'au cours des décennies suivantes, il y a eu un processus d'élargissement. Dans les années 70, on est passé de 6 à 9 avec l'entrée du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande. Dans les années 80, on est passé de 9 à 12 avec l'entrée de 3 pays méditerranéens, Grèce, Espagne et Portugal. Dans les années 90, on est passé à 15 avec l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Et dans les années 2000, une grosse arrivée, notamment de pays de l'Est, plus Chypre et Malte, donc on passe à 28. Et aujourd'hui, on est entre 27 et 28. Bon. Voilà, puisque vous le savez, j'en ai déjà parlé, la date de sortie et de mise en œuvre de la période transitoire a été reportée au mois d'octobre. Hein. Donc les Britanniques vont élire des représentants au Parlement européen. Et je rappelle, parce que c'est très important, que ce qui est en jeu en ce moment avec le Brexit, c'est un accord pour la période transitoire. Hein, ce n'est pas du tout l'accord sur les relations définitives entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Hein, c'est simplement pour gérer la période transitoire et que cet accord bute essentiellement sur la question irlandaise. J'en ai parlé, donc je n'y reviens pas. L'autre mise en perspective que j'avais faite, c'était la mise en perspective économique, parce que le monde change de base, comme dirait l'autre, dans les années 80. En gros, l'arrivée Thatcher-Reagan, on change de cadre économique. Donc, le cadre économique, c'est, disons, on le résume sous le corpus néolibéral, c'est la libéralisation financière, fin de l'encadrement du crédit, libération des mouvements de capitaux, liberté d'établissement bancaire, etc. Avec ce corpus idéologique qui fait le marché comme régulateur suprême de l'activité économique. Et donc ce changement de cadre rencontre une politique qui était présente dans l'Union européenne, qui était la volonté de construire un grand marché, mais elle va la renforcer au détriment, de mon point de vue, des politiques communes. Le traité de l'acte unique dont j'ai parlé tout à l'heure, 86, c'est une orientation politique de l'Union européenne, la concurrence interne et externe, plutôt que des politiques communes. Donc voilà, ça c'est le rappel historique.
La deuxième séance, la dernière fois, j'ai parlé des politiques de concurrence sociale et fiscale. Donc, politique de concurrence sociale, d'abord les bases. C'est quoi les bases de la concurrence sociale? Les bases de la concurrence sociale, c'est les régimes différents de cotisation sociale. L'exemple type, c'est le travail détaché. Le travailleur détaché, il est rémunéré de la même façon que le travailleur du pays d'accueil, mais les cotisations sociales sont payées dans son pays d'origine. Donc ça, c'est une base de concurrence sociale. Il y a aujourd'hui plus de 500 000 travailleurs détachés en France. Autre base de la concurrence sociale, c'est les écarts de rémunération du travail très importants entre les États membres. 5 € de l'heure en Bulgarie, 44 € de l'heure au Danemark. Troisième base de la concurrence sociale, c'est toutes les réformes successives dans les différents États membres du droit du travail qui vont amener à une flexibilisation, une recherche de flexibilisation accrue de la main-d'œuvre et en gros, à une baisse des protections assurées par le droit du travail. Comment la France, que j'ai montré, s'est inscrite dans la concurrence sociale? Eh bien, elle s'est inscrite dans la concurrence sociale par la baisse des cotisations sociales, ce qui revient à baisser le coût de la rémunération du travail pour l'employeur. Le point d'orgue de cette politique, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi 2012-2013 qui exonère le paiement de cotisations sociales jusqu'à 3,5 SMIC. CICE, pacte de responsabilité. Donc le crédit d'impôt, c'est-à-dire que on remboursait en fait l'année d'après les cotisations sociales payées par les employeurs dans cette fourchette de 1 à 3,5 SMIC. Depuis le 1er janvier 2019, ce crédit d'impôt a été remplacé par une réduction directe des cotisations sociales. Deuxième manière dont la France s'inscrit dans la politique de concurrence sociale, c'est le recours massif des grandes entreprises à la sous-traitance. Je vous ai parlé tout à l'heure des différences de rémunération du travail. Eh bien, toutes les grandes entreprises recourent massivement à la sous-traitance pour une partie d'entre elles au sein de l'Union européenne elle-même. Les grandes entreprises automobiles sont présentes par exemple dans les pays de l'Est et la Tchécoslovaquie et la Hongrie sont la base arrière de l'industrie allemande. L'inscription dans la baisse dans la politique de concurrence sociale, c'est aussi la flexibilisation de l'organisation du travail et les réformes du droit du travail. Donc là, c'est les lois El Khomri, loi Macron 2017, avec les principales dispositions que j'avais rappelées la dernière fois. L'inversion de la hiérarchie des normes. Dans le droit du travail en France, il y a une hiérarchie des normes, c'est-à-dire la loi, l'accord de branche, l'accord d'entreprise. Et jusqu'à maintenant, chacun des échelons ne pouvait déroger qu'en plus, qu'en mieux, à l'échelon supérieur. Avec les lois El Khomri puis Macron, désormais l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche. En moins aussi. Il y a aussi dans ces dispositions le plafonnement des indemnités prud'homales, la possibilité d'une rupture conventionnelle collective. Donc tous ces éléments accroissent la flexibilité de l'organisation du travail et accentuent la concurrence entre les entreprises. Donc cette pression sur le coût du travail, j'ai essayé de vous le montrer la dernière fois, ça se traduit par une montée des inégalités. Je ne reprends pas les chiffres, inégalité de revenus, inégalité encore plus forte de patrimoine. Ça se traduit
aussi par une montée très forte de la précarisation. Développement du temps partiel, des CDD, et notamment des CDD contrat court. Juste quelques 2-3 chiffres pour montrer l'ampleur quand même de cette précarisation. Et encore une fois, ce phénomène de précarisation n'est pas propre à la France, on l'observe, développement du CDD, développement du temps partiel, on l'observe dans tous les pays européens. Je vous avais dit la dernière fois, il y avait en 2018 3,4 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A. Ça, c'est des demandeurs d'emploi qui... C'est l'échelon de base de la précarisation, c'est-à-dire ils n'ont pas d'emploi et ils en recherchent un. Mais quand on prend en compte les demandeurs d'emploi de catégorie B et C, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi mais qui n'en sont pas satisfaits parce que soit ils sont à temps partiel, soit parce qu'ils ont des mauvaises conditions de travail, soit parce que leur rémunération est insuffisante, soit parce que l'emploi est loin de leur lieu de travail, l'emploi est loin de leur lieu de domicile. Quand on ajoute l'ensemble de ces catégories, ça fait 5,6 millions. Vous avez ensuite 1,5 million de travailleurs qui sont, j'avais appelé ça l'autre fois, désenchantés, c'est-à-dire qui sont retirés du marché du travail, qui ne sont même pas demandeurs d'emploi. Et quand vous ajoutez aussi les auto-entrepreneurs, tout ça c'est pour vous donner une idée à travers quelques chiffres de ce que c'est que le monde de la précarisation. Ça fait plus de 8 millions de personnes. Donc encore une fois, ce n'est pas un phénomène propre à la France, mais c'est un phénomène extrêmement inquiétant et l'éruption que l'on connaît depuis quelques mois du phénomène gilet jaune, c'est la traduction de cette précarisation. Donc vous avez dans les autres pays d'autres formes de précarisation, les contrats 0 heure au Royaume-Uni, les mini-jobs en Allemagne, etc., qui se rajoutent au temps partiel et au CDD. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que face à cette dynamique négative de concurrence sociale, la sortie, elle ne peut être à un moment donné que par le haut. C'est-à-dire seuil salarial minimum dans chacun des pays. Il ne s'agit pas à un moment donné de dire la Pologne va avoir le salaire minimum de la France, mais quel est un salaire minimum et que ce salaire minimum soit dans une perspective future de convergence. De même en matière de cotisation salariale, de même en matière de systèmes sociaux. Parce que tout ça, et on va le voir aussi avec la concurrence fiscale, tout ça donne une perception pour le citoyen lambda extrêmement négative de l'Union européenne. Donc la réponse politique à la concurrence sociale, c'est l'harmonisation sociale. Ensuite, je vous ai parlé la dernière fois de la concurrence fiscale, des pratiques d'optimisation. La concurrence fiscale entre les États membres, elle s'est exacerbée au cours du temps, puisque à travers deux composantes, les deux composantes de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'assiette et le taux. Le taux moyen de l'impôt sur les sociétés a été divisé par 2 depuis le début des années 80, avec, vous le savez, des pays qui pratiquent un taux extrêmement faible. L'assiette, c'est-à-dire la base fiscale, elle diverge profondément d'un pays à l'autre. Et donc c'est à travers ces deux éléments, ces deux composantes que s'exerce la concurrence fiscale. Donc je vous avais parlé des modalités de l'optimisation, comment, en jouant sur ces deux éléments, les entreprises optimisent leur fiscalité. Donc je vous avais dit, les éléments principaux, c'est le prix de transfert qui consiste à concentrer les bénéfices dans les pays
à faible fiscalité, c'est les niches fiscales qui sont différentes d'un État à l'autre, et c'est éventuellement, dans un certain nombre de cas, les rulings, c'est-à-dire les accords directs entre certains gouvernements et les directions de grandes entreprises. Ça, c'est les modalités de l'optimisation fiscale, et je vous avais aussi parlé de la chaîne de l'optimisation fiscale. La chaîne de l'optimisation fiscale, le centre de cette chaîne, c'est les grandes banques. Les grandes banques mettent en rapport les directions des entreprises et des cabinets conseils qui analysent les différentes législations d'un pays à l'autre, et donc qui vont conseiller les entreprises. Et ensuite, les banques interviennent en aval en faisant glisser les sommes optimisées vers les paradis fiscaux. Donc ça, c'est pas des questions anodines, hein, puisque ces pratiques d'optimisation, elles assèchent bien sûr les ressources des États. On estime que le manque à gagner, il y a eu une commission parlementaire qui l'a estimé, le manque à gagner pour le budget de la France, c'est 60 à 80 milliards par an. Hein, et donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Donc les États ont commencé à réagir. Les États ont commencé à réagir dans un premier temps dans le cadre du G20 avec deux objectifs. L'échange automatique de données bancaires. C'est-à-dire que si un résident, l'échange automatique de données bancaires, ça veut dire que si un résident, citoyen ou entreprise d'un pays veut ouvrir un compte ou réaliser une transaction dans un autre pays, eh bien, le fisc du pays d'origine sera automatiquement informé. Donc vous voyez que ça suppose qu'il y ait le moins de trous possible dans la chaîne, qu'il y ait le plus grand nombre de pays qui jouent le jeu. Donc cet échange automatique de données bancaires a commencé à être mis en œuvre depuis la fin 2017. Et puis vous avez un deuxième objectif qui avait été tracé dans le cadre du G20, c'était un objectif commun de taxation des firmes multinationales. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut resituer les projets de l'Union européenne. Les projets de l'Union européenne, quels sont-ils ? C'est la mise en place d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés. Je vous avais dit que les deux composantes de l'optimisation fiscale à la base, c'est bien sûr l'assiette, c'est-à-dire ce qu'on met dans l'impôt sur les sociétés, et le taux. Donc il y a un projet de mise en place d'une assiette commune de l'impôt sur les sociétés, projet qui est en route depuis 2012. Ça vous donne une idée des difficultés à surmonter. Et donc une fois qu'on peut peut-être penser, et ça serait une très bonne chose aussi qu'on aille dans le sens de l'harmonisation fiscale, si on débouche sur une assiette commune, c'est le projet Axis, ensuite on pourra peut-être aussi converger sur les taux d'imposition sur les sociétés. Puisque là aussi, la seule manière de lutter contre l'optimisation fiscale, c'est avancer dans l'harmonisation aussi bien de l'assiette que des niveaux de taux. Alors, je rappelle, ça c'est des souhaits, l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, mais vous voyez qu'on avance à pas de tortue, puisque sur l'assiette, depuis 2012, on n'a pas débouché, qu'il y avait en attendant, il y avait un projet de taxation commune des GAFA, qui était à l'ordre du jour, et que pour l'instant ce projet, lui non plus, n'a pas pu déboucher, que seule la France va le mettre en œuvre. Donc vous voyez que c'est des questions qui sont à la fois redoutables et en même temps qui posent beaucoup de problèmes au sein de l'Union européenne, et ce sont ces problèmes que perçoivent les citoyens européens. Et pour accentuer, et ça je vous demande de le retenir quelque part dans votre tête, pour que dans la dernière séance nous arrivions à nous faire une idée de la manière dont on pourrait faire avancer cette Union européenne, c'est que sur ces questions fiscales et sociales,
j'ai pris la précaution de le rappeler au début, la règle de l'unanimité est nécessaire. Donc ce qui accroît les difficultés et donc ce qui rend les perspectives d'harmonisation fiscale ou sociale assez redoutables. Donc voilà, ça c'était juste le rappel. Mais bon, comme c'est des sujets importants et compliqués, je trouve que c'est toujours nécessaire de se remettre, même si ça fait redite, c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des politiques financières, monétaires. Et donc, bon, il y a des aspects forcément un peu techniques, mais n'hésitez pas après à poser toutes les questions que vous voulez. Hein. L'important c'est ce que j'aime d'ailleurs dans l'éducation populaire, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Hein. Moi je suis là pour vous aider à comprendre. J'ai pas forcément à un moment donné la même vision des choses ou la même analyse, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez. Donc, pour parler des politiques financières et monétaires, je vais faire d'abord un détour par la crise financière mondiale de 2008. Parce que forcément, les politiques financières et monétaires qui ont suivi ont été impactées considérablement par la crise financière. Donc, il faut revenir... pas besoin de faire forcément des grandes démonstrations, mais c'est assez facile à comprendre. Et on va revenir sur l'origine de la crise financière de 2008. L'origine de la crise financière, c'est le développement très rapide de crédits immobiliers hypothécaires aux États-Unis, et parmi eux, certaines catégories de crédits hypothécaires. C'est les crédits subprime. Crédits subprime avec des conditions de taux d'intérêt et de remboursement qui devaient permettre l'accession à la propriété d'une plus grande partie de la population. Donc c'est des crédits immobiliers hypothécaires. Donc derrière il y a une hypothèque. C'est le bien qui va être acheté. Et ça c'est une innovation financière et c'est lié au changement de monde à partir des années 80, c'est la financiarisation du monde. Il y a en parallèle de ce développement des crédits hypothécaires, il y a une innovation financière capitale. C'est ce qu'on a appelé la titrisation, c'est-à-dire la transformation des crédits hypothécaires en produits financiers. Et donc en titres financiers. Et c'est ces titres financiers qui vont être vendus dans l'ensemble du système financier mondial. Donc voilà, ça c'est la base. Alors, ces crédits se développent à une vitesse grand V dans toutes les années 2000. Et il va y avoir la crise, le point d'orgue de la crise, c'est la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Pourquoi il y a faillite? Parce que, au bout d'un certain temps, le développement des crédits hypothécaires va rencontrer une difficulté qui n'avait pas été prévue au départ, c'est le non-remboursement. Plus on va étendre le développement de ces crédits, parce que pour que le titre, puisqu'il y a une contrepartie financière, pour que le titre monte, il faut sans arrêt alimenter le marché avec de nouveaux crédits immobiliers, sinon le titre il se casserait la figure. Donc on va développer sans arrêt de nouveaux crédits immobiliers et donc on va aller toucher des catégories de population de plus en plus modestes. Et donc au bout d'un certain temps, d'ailleurs la courbe des prix de l'immobilier se détache considérablement au cours des années 2000 en hausse du reste des prix. Et donc au bout d'un certain temps, bien les ménages, un certain nombre de ménages ne remboursent plus, ne peuvent plus rembourser. Donc le prix des biens immobiliers va s'effondrer. Et comme il y a un titre financier à la clé, le titre financier va lui-même s'effondrer.
Ça, c'est la base du processus qui s'est déroulé. Et donc les banques, qui sont gorgées de ces titres financiers depuis 10 ans, vont accuser de lourdes pertes. Et l'une d'entre elles, le gouvernement américain de Bush, va la laisser faire faillite. C'est Lehman Brothers en septembre 2008. Alors, cette crise financière, elle est aux États-Unis, mais elle va gagner l'Union européenne. Elle va gagner l'Union européenne pour trois raisons, si on veut aller. D'abord parce que les grandes banques de l'Union européenne, juste pour vous rappeler, hein, les 3 grandes banques françaises sont dans le top 15 des banques mondiales. Hein. Elles aussi, elles ont acheté beaucoup de ces titres subprime qui étaient dans des produits financiers extrêmement complexes que les agences de notation jusqu'à la fin ont noté consciencieusement AAA+. Donc il y a ces achats de produits financiers par les banques et les institutions financières de l'Union européenne. Donc vous voyez la source des difficultés quand ces titres ne valent plus rien. Le deuxième, c'est que dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, je pointe les pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne et l'Irlande, il y a eu aussi un développement propre de la titrisation. Et puis enfin, il y a eu un troisième facteur qui est venu s'ajouter à ces 2 précédents, c'est le boom de l'immobilier touristique dans les pays du sud de l'Europe. Boom de l'immobilier touristique qui est lié à l'entrée, à la constitution, si vous voulez, de la zone euro au début des années 2000. La constitution de la zone euro joue de manière un peu psychologique comme un effet protecteur et donc va conduire à une forte baisse des taux d'intérêt dans l'ensemble des pays, et notamment dans les pays du Sud, qui semblent bénéficier là d'une espèce de protection globale de l'ensemble de la zone. Et donc il va y avoir une politique de développement de l'immobilier touristique de manière fantastique. Vous avez tous des images quand la crise va arriver de ces villages entiers qui ne sont pas terminés en Espagne ou en Portugal ou en Grèce. Donc il y a ces 3 facteurs-là qui font que la crise n'est pas simplement une crise. De toute façon, à partir du moment où il y aurait déjà une crise financière aux États-Unis, vu le poids des États-Unis dans le système financier mondial, ça serait déjà pas simplement une crise américaine. Mais il y a ces autres facteurs. Donc la crise financière gagne l'Union européenne. Les gouvernements et les banques centrales vont réagir très rapidement. Ça, c'est la différence avec la crise de 29. Où la crise a lieu en 29 et il faut attendre l'élection de Roosevelt en 1932 pour que des mesures soient prises pour endiguer la crise. Là, on va réagir assez vite, c'est-à-dire que 3 jours après la faillite de Lehman Brothers, le gouvernement américain va tout de suite comprendre qu'il faut sauver les banques. Donc il va sauver la AIG 3 jours après. Et l'ensemble des banques centrales vont garantir les dépôts des particuliers de façon à éviter des scènes de panique. Et il va y avoir, dans cette réaction rapide, il va y avoir un plan américain de sauvetage du secteur financier massif. C'est-à-dire qu'entre octobre 2008 et février 2009, 700 milliards de dollars vont être consacrés à racheter ces créances qui ne valent plus grand-chose. Une partie des créances qui ne valent plus grand-chose, parce que c'était beaucoup plus que 700 milliards. Mais déjà 700 milliards, ça va permettre de renflouer les banques. Donc, la crise financière va pas s'arrêter à une simple crise financière. Et donc ce qu'il est important de considérer, là j'utilise toujours l'image d'un système de poupée russe, c'est qu'il va y avoir un emboîtement, crise financière, crise économique, crise de la dette. Donc crise financière, je viens de vous en parler. Crise économique, pourquoi ? Déjà parce que les investissements dans l'immobilier s'arrêtent, que ce soit dans l'immobilier touristique ou dans l'immobilier courant, les investissements s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que le marché est en excédent.
puisque les gens n'arrivent pas à rembourser, donc et qu'on ait affaire à des crédits hypothécaires, donc on va essayer de vendre ces logements que les gens ne peuvent pas rembourser. Donc il y a un effondrement de l'investissement immobilier. Il y a ensuite les banques qui sont en difficulté vont serrer le robinet du crédit, et les consommateurs qui sont, notamment les consommateurs américains en position de surendettement, vont réduire la consommation. Donc il va y avoir, ça c'est le passage, crise financière, crise économique. Et qui dit crise économique, dit, quand il y a baisse de l'activité, il y a moins de rentrées fiscales et sociales. Quand il y a baisse de l'activité, il y a moins de TVA qui est perçu, il y a moins d'impôts sur les sociétés qui est versé, etc. Donc, je vous demande de le garder en mémoire, parce que c'est ce qui va expliquer pourquoi on passe d'une crise financière à une crise économique, puis à une crise de la dette. Donc pourquoi cet enchevêtrement? Je viens de vous dire crise financière, crise économique. Crise de la dette, pourquoi les déficits publics augmentent? Bien parce que d'une part, je viens de faire état du plan de sauvetage des banques par le massif par le gouvernement américain, mais peu ou prou, ces plans de sauvetage vont se répéter dans les autres États membres. Donc ça, c'est un premier facteur de déficit important. Et c'est même le principal, dans un premier temps. C'est le rachat des créances douteuses ou la recapitalisation des banques qui sont en difficulté. Donc ça, c'est la première cause de montée des déficits. La deuxième, c'est la crise économique, moins de rentrées fiscales et sociales. Et la troisième, elle découle des deux précédentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les États, comment ils font pour financer leurs déficits? Ils émettent des bons du Trésor et, je vous l'expliquerai après, ils ne peuvent pas refinancer leurs déficits auprès des banques centrales, donc ils vont les financer sur les marchés financiers. Quand le déficit est faible et concerne peu d'États, eh bien, les taux d'intérêt restent faibles. Là, les déficits montent partout. Donc les États se trouvent en concurrence pour financer leurs déficits. Donc les taux d'intérêt montent. Et ils montent de manière différenciée selon la crédibilité offerte par chacun des États pour les acheteurs de produits financiers. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une hausse différenciée des taux d'intérêt. Mais partout, ils vont monter. Donc ils vont monter dans les années qui suivent la crise bancaire là, de 2008. La France va emprunter à 5% d'intérêt. Mais on va le voir tout à l'heure, la Grèce empruntera à plus de 10%. Et vous voyez, ça monte très vite après. Là, alors qu'aujourd'hui, un des derniers emprunts de la France de bons du Trésor, ça s'est fait à 0,3%. Vous voyez qu'emprunter à 0,3% ou emprunter à 5%, a fortiori à 10 ou 12, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est le troisième facteur accélérateur qui explique la crise de la dette. Donc, voilà, deux mots sur les causes de la crise financière. Les causes de la crise financière, il y a une première cause, c'est le contexte idéologique. Le marché fournit les bons indicateurs, le marché ne peut pas se tromper. Or, pendant toutes les années, les 2000 jusqu'à 2008, les prix des biens immobiliers montent. Normalement, s'il y avait eu une réaction rationnelle, si les acteurs sur les marchés étaient rationnels, quand le prix monte, normalement l'offre aurait dû baisser. Oui, c'est ça, la rationalité. Or, au contraire, plus le prix monte, plus on va développer de nouveaux programmes parce qu'on a trouvé cette idée géniale d'asseoir un titre financier sur un crédit. Et donc, plus le prix monte, plus c'est intéressant sur la valorisation du titre. Et donc il n'y a aucune banque à un moment donné qui va dire on stoppe le robinet. Aucune agence de notation qui va dire oh, on va à la catastrophe. Donc ça c'est, vous voyez, l'espèce d'auto-intoxication. À un moment donné, on est victime de ses propres croyances. Ça s'est vu très souvent dans l'histoire. Et Greenspan, qui a été pendant 20 ans
qui est un personnage considérable. Pendant 20 ans, le président de la Fed aux États-Unis a très bien expliqué ce phénomène, qu'il ne croyait pas du tout à un retournement du marché. Il a très bien expliqué, puisqu'il a été mis en cause devant la Chambre des représentants. Il s'est expliqué 2 ou 3 ans après la crise. Et puis, ça c'est des facteurs idéologiques, si vous voulez. Mais dans les causes de la crise financière, il y a des causes aussi réelles. C'est ce que j'ai pris la précaution. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai pris la précaution de vous parler du changement de cadre économique dans les années 80. Le changement de cadre, c'est toutes les politiques de déréglementation du secteur financier à partir du début des années 80. Abandon de la politique d'encadrement du crédit. Avant les années 80, pendant ces fameuses 30 glorieuses, il y avait des politiques d'encadrement du crédit. Ça veut dire quoi, les politiques d'encadrement du crédit? Ça veut dire que les banques centrales, elles surveillaient la distribution du crédit. Elles surveillaient d'abord qu'il y ait un ratio minimum entre les fonds propres des banques et les crédits distribués, puisque les fonds propres, c'est en dernier ressort la garantie que les gens seront remboursés. Et elles vérifiaient aussi le type de crédit qui était distribué. Tout ça, ça vole en éclats à partir de la libéralisation financière. Et puis, il y a toute une série dans les années 80 et 90 d'innovations financières, toutes plus risquées les unes que les autres, qui apparaissent. Je vous ai parlé de la titrisation, vous avez bien vu les conséquences que ça a eu, mais je pourrais parler aussi du développement de l'effet de levier. Un terme anglo-saxon, c'est LBO, Leverage Buyout. Ça veut dire que les fonds d'investissement empruntent, et de plus en plus massivement, l'argent qu'ils vont investir dans les entreprises. Donc voyez le risque. Ensuite, les fameux produits dérivés, qui sont produits dérivés parce qu'on a dit produits dérivés parce qu'au départ, ces produits dérivés sont des espèces de contrats d'assurance qui sont liés à une transaction réelle. C'est-à-dire un contrat d'achat-vente, un contrat de prêt, un contrat de change, etc. Donc on se prend une précaution en souscrivant un contrat d'assurance. C'est pour ça qu'on appelle produit dérivé, parce qu'il y a une transaction réelle à la clé. Au fur et à mesure des années, ces produits dérivés vont s'émanciper. C'est-à-dire qu'on va souscrire des produits dérivés sans qu'il y ait de transaction réelle. Donc c'est un facteur de spéculation monumental. Donc voilà, toute une série d'innovations financières qui vont bien sûr avoir des effets. Tant que ça fonctionne, tout ça développe une espèce d'euphorie boursière, et le jour où ça se casse la figure, eh bien voilà. Et puis, dernier facteur dans les causes de la crise financière, c'est la régulation nationale qui existait du temps des 30 Glorieuses via les banques centrales. Elle n'existe plus au niveau international. Et ce qui fait que, eh bien, on assiste à une puissance du capital financier sans limite. C'est le fameux too big to fail. Trop gros pour faillir. C'est-à-dire que 3 jours après la faillite de Lehman Brothers, le gouvernement américain s'aperçoit très vite qu'il faut sauver les banques. Donc voilà, ça c'est le cas de la crise financière. Et donc, face à cette crise financière, l'Union européenne va apporter une triple réponse. Une réponse financière, on va le voir, le fin du fin de cette réponse financière, c'est l'union bancaire. Une réponse monétaire, c'est la politique de la Banque Centrale Européenne, notamment cette politique de quantitative easing, et une réponse budgétaire avec ce traité pour la stabilisation, la coordination et la gouvernance de 2012. Donc je vais là vous parler des 2 premières. Je parlerai de la politique budgétaire la semaine prochaine. Donc, le traitement de la crise financière, l'union bancaire. On va voir, il y a une double réponse. Il y a une réponse politique urgente, et qui va être très violente, et qui va
qui va naître, cette réponse politique va naître à partir du cas de la Grèce, qu'on peut considérer comme le maillon faible, je vais en parler dans un instant, et qui va être assez violente. Et ça c'est une politique de court terme, il va falloir sauver le système financier en Grèce, puis dans un certain nombre d'autres pays. Et ensuite, il y aura une réponse politique de long terme au niveau de chacun des États membres, avec des réformes, de l'organisation bancaire, et une réponse au niveau Union européenne avec l'union bancaire. La réponse de court terme d'abord. La crise financière, elle va éclater en premier en Grèce. Alors si on reprend la situation de la Grèce fin 2009, on peut dire qu'il y a plusieurs grandes banques qui sont fortement exposées en Grèce. Fortement exposées, ça veut dire que plusieurs de ces grandes banques, dont notamment des grandes banques françaises et allemandes, détiennent déjà beaucoup de bons du Trésor grecs du passé. Et or, ces mêmes banques, ce sont des grandes banques, sont dans une situation financière difficile. Je renvoie à tout ce que je viens de dire du point de vue du développement de la crise. En 2008, le niveau de la dette publique en Grèce est de 103% du PIB, il est à peine supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Je rappelle juste, vous vous souvenez, je l'ai plus redit tout à l'heure, dans les fameux critères de convergence du traité de Maastricht, voilà, il y en a deux qui sont important à retenir. Il y a les 3% de déficit budgétaire, 3% du PIB, c'est-à-dire que le déficit budgétaire ne doit pas être supérieur à 3% du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la production de chacun des pays, et le taux de dette publique devait être dans le traité de Maastricht de 60%. Bien. Juste avant le démarrage de la crise financière, la moyenne du taux d'endettement public dans l'Union européenne, notamment dans la zone euro, est de l'ordre de 65%. Avec les conséquences que je vous ai dites tout à l'heure de la crise, ce taux va monter dans la moyenne, je parle de l'Union européenne, va monter jusqu'à 75-80%, même plus, très rapidement. Et en 2008, il est de 103%, fin 2008, alors que dans le reste de l'Union européenne, il a monté aussi, il est de l'ordre de 90%. Donc on s'est éloigné très rapidement, pour les raisons que je viens de vous expliquer, du taux de 60%. Mais la Grèce n'est pas très éloignée à ce moment-là de la moyenne des autres États. Bon. Et il se trouve que fin 2009, il y a un changement de gouvernement en Grèce. Et le nouveau gouvernement fait procéder à un audit des finances publiques de la Grèce. Et donc le déficit public de la Grèce avant l'audit, c'était 5%. Après l'audit, c'est 12%. Donc si vous voulez, dans une très courte période de temps, le taux de déficit public de la Grèce passe de 5 à 12. Et donc provoque une panique financière. Pourquoi ? Parce que je viens de vous expliquer, les banques qui sont présentes en Grèce sont déjà, j'utilise entre guillemets le titre, gorgées de bons du trésor grec. Donc tout le monde se dit, mais elles ne vont pas, dans la situation en plus où elles sont, elles ne vont pas encore racheter des titres de bons du trésor de la Grèce. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une très forte montée des taux d'intérêt, c'est les fameux 10-12% dont je parlais tout à l'heure, auxquels l'État grec va être obligé d'emprunter pour trouver preneur de ces bons du Trésor. Donc vous voyez, le taux
d'endettement public de la Grèce va très très vite grimper. Et la réponse de l'Union européenne va être longue. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a jusqu'alors aucun mécanisme de solidarité qui est prévu. Donc il va falloir l'inventer. Et en plus, les États membres, les autres États membres, ont des analyses divergentes des causes de la crise grecque. Hein, en gros, il y a deux pôles. Les causes de la crise grecque, c'est soit les causes communes, la crise financière internationale, soit c'est à l'autre pôle, soit c'est des causes typiquement Grèce, disons la fragilité du système, la faible performance du système fiscal grec. Voilà, il y a ces deux pôles, donc il y a des divergences et il va falloir 5 mois seulement en mai 2010 pour déboucher sur un plan. Entre-temps, vous voyez que les taux d'intérêt ont été extrêmement élevés et le taux d'endettement public de la Grèce va monter jusqu'à, il était encore une fois avant autour de 100%, il va monter à 170%. Ça va très vite, hein. Quand les taux d'intérêt sont à 10 ou 12%, le taux d'endettement monte très très vite. Donc, la réponse, elle va déboucher sur un plan d'aide de 110 milliards en mai 2010. Et donc, pour ce faire, on va créer de toutes pièces une nouvelle institution qui s'appelle le Fonds européen de stabilisation financière. Alors, ce Fonds européen de stabilisation financière, 2 ans après, il va s'appeler Mécanisme européen de stabilité. C'est la même chose. Et ce Fonds européen de stabilisation financière, il est doté d'une capacité d'emprunt de 440 milliards. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. 2 ans après, le mécanisme européen de stabilité, devant la multiplication des cas, de nombre de pays à aider, sa capacité d'emprunt sera portée à 700 milliards avec le mécanisme européen de stabilité. Donc comment ça va fonctionner ? Donc là, il faut déjà se dire que ce plan d'aide à la Grèce de 110 milliards, il ne va pas être financé en allant ponctionner dans les budgets des États membres. Hein, ça, c'est pas vrai. Parce que je l'ai déjà entendu, c'est pas vrai. Il va fonctionner, ce fonds européen de stabilisation financière, c'est ce fonds européen qui, au nom de la communauté des États membres, va emprunter l'argent sur les marchés financiers. Mais comme c'est une communauté d'États solides qui emprunte, elle va emprunter à des taux qui sont très faibles, beaucoup plus faibles, bien sûr, que les 11% de la Grèce. Et ces sommes empruntées vont être prêtées à la Grèce. Et tous les autres plans qui vont se succéder auprès des autres États, tous les autres plans d'urgence vont être construits de la même façon. Donc c'est pas les contribuables européens qui ont financé la Grèce, hein, c'est un emprunt. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, et le point que je vais aborder du doigt maintenant, il est essentiel. Il a été notamment mis en exergue par un collègue qui s'appelle François Morin, qui est prof d'économie à Toulouse et qui a été en même temps dans le Conseil général de la Banque de France. Et qui a montré comment a été utilisé ce fonds, quelles ont été les conditions posées par les autres États à la Grèce, puis ensuite aux autres États membres qui ont bénéficié de plans du même type. Le plan qui a été, le plan de 110 milliards qui a été proposé à la Grèce, il va permettre de racheter, c'est exactement ce qui a été fait aux États-Unis dans le plan dont je vous parlais tout à l'heure, racheter les créances douteuses des banques. C'est ça le point.
C'est-à-dire que les 110 milliards vont servir à apurer le système bancaire. Et donc, le mécanisme qui est intéressant à noter ici, c'est la transformation d'une dette des banques en dette publique. Parce que les 110 milliards vont servir à racheter les créances douteuses, mais l'État grec, il doit 110 milliards aux autres États membres. Et on va lui imposer à cet État grec la manière dont il doit rembourser les 110 milliards. Et la manière dont il doit rembourser les 110 milliards, ça va être une politique d'austérité drastique, c'est-à-dire augmentation de la fiscalité et baisse des dépenses publiques. Et vous comprenez que ce facteur-là, baisse des dépenses publiques et hausse de la fiscalité, ça va entretenir la crise de la Grèce. Ça ne va pas la sauver dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la hausse de la fiscalité ou la baisse des dépenses publiques, ça produit une réduction d'activité, qui entraîne de nouvelles baisses des recettes fiscales. La Grèce n'a récupéré qu'en 2018 son niveau de 2007. Donc, voilà ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, je vous donne la parole après, je finis mon truc, après une demi-heure on parle, donc gardez votre question, n'ayez pas peur, je ne raterai pas. Les plans d'aide, donc ensuite il va y avoir toute une série de plans d'aide à d'autres États, le Portugal, l'Irlande, Chypre. Dans les 2 années qui vont suivre, et tous ces plans d'aide vont être construits sur le même modèle. Donc l'urgence, vous le voyez bien, la réponse politique d'urgence, c'est sauver le système bancaire. Ensuite, il va y avoir des réponses, je vous ai dit, de plus long terme. Les réponses de plus long terme, elles vont se faire au niveau des États membres et au niveau de l'Union. Au niveau des États membres, on va disons, essayer de réguler, de contrôler d'un peu plus près les activités bancaires. On va s'inspirer, là aussi, on va s'inspirer d'une loi qui est votée aux États-Unis, avec le même objectif, qui s'appelle la loi Dodd-Frank, en 2 mots, Dodd-Frank, c'est 2 parlementaires américains, souvent aux États-Unis on donne le nom mais en France aussi, des parlementaires. Donc la loi Dodd-Frank 2010 qui rentre en application en 2012, elle prévoit de soumettre les banques à des tests de résistance, d'encadrer la titrisation, elle prévoit une garantie des dépôts jusqu'à $250 000, elle prévoit un renforcement du contrôle sur les fonds spéculatifs, mais elle ne prévoit pas une disposition qui, de mon point de vue, eût été essentielle et que les États-Unis avaient adoptée sous Roosevelt, qui était la séparation des banques d'affaires et de crédit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a unicité. Et le meilleur exemple, c'est BNP Paribas. Vous aviez avant BNP qui était une banque de dépôt crédit classique et Paribas qui était une banque d'affaires, c'est-à-dire qui finançait des investissements mais avec l'argent de ceux qui apportaient, qui prenaient le risque. Avec la fusion et la montée de la financiarisation des économies et des activités boursières, eh bien, vous voyez bien que toute la logique de la crise montrait que les dépôts des individus étaient une masse de manœuvre pour les activités financières des banques. On ne revient pas aux États-Unis sur on ne revient pas à une séparation banque d'affaires, banque de dépôt. En Union européenne et en France, les réformes bancaires vont se calquer en gros sur la loi Dodd-Frank des États-Unis. Je prends
je prends le cas de la France. Vous allez avoir, donc dans les années 2010, fixation d'un nouveau ratio minimum de fonds propres pour les banques, hein, c'est-à-dire ces fonds propres qui sont la garantie ultime en cas de difficulté. Donc on va le remonter, ce niveau de fonds propres, de 7 à 10%, c'est-à-dire le capital et les bénéfices doivent être d'au moins 10% de l'ensemble des actifs, ce qui donne une garantie supplémentaire. On va mieux encadrer la titrisation, on va surveiller on va le voir tout à l'heure, soumettre les banques à des tests de résistance, etc. Mais là non plus, alors que la question s'est posée dans le débat en France, hein, et dans d'autres pays d'ailleurs, on ne va pas revenir à une séparation des activités de dépôt et des activités de banque d'affaires. On va inventer un très beau mot en France qui s'appelle le cantonnement. Hein, c'est-à-dire qu'on va isoler à l'intérieur de chacun des groupes bancaires les activités dites de marché. Les activités de marché, ce sont les activités sur titre financier. On va les isoler, donc les cantonner, mais à l'intérieur d'un groupe bancaire. Mais vous voyez que les isoler, ça ne veut pas dire casser la responsabilité du groupe par rapport à ces activités-là. Hein. Donc voilà, ça c'est la réforme bancaire qui se développe en France. Et je vous avais dit, ça c'est qui tend à un peu encadrer quand même les activités des banques. Et il va y avoir aussi une réponse politique au niveau Union européenne, c'est ce qu'on a appelé l'union bancaire, qui va se construire, on va le voir, entre 2013 et 2015. Dans cette union bancaire, il y a 3 piliers. Le MSU, ça fait partie politique ça. Le MSU, ça veut dire mécanisme de supervision unique. Premier pilier. Deuxième pilier, le MRU, mécanisme de résolution unique. Vous allez voir que c'est les mots, hein, mais derrière c'est simple, hein, ce qu'il y a. Et le troisième pilier, c'est la garantie de dépôt. Donc le premier pilier, mécanisme de supervision unique. Donc ça s'installe c'est mis en place en 2013 et ça rentre en fonctionnement en 2015. Le mécanisme de supervision unique, il se développe de la manière suivante. La Banque centrale européenne est responsable de la supervision du système bancaire de la zone euro. Il y a à peu près 6000 banques dans la zone euro. Elle supervise en direct les plus grosses, 150, 200, et les autres sont supervisées via les banques centrales nationales, la Banque de France pour ce qui est de la France. Et donc ce mécanisme de supervision unique qui consiste, comme le nom l'indique, à superviser et donc notamment à soumettre les banques à des tests de résistance, ce qu'on appelle des tests de résistance. J'en ai parlé déjà pour les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait des simulations, on dit si l'activité chute de 5%, si l'activité chute de 10%, si les prix augmentent de 10%, quelles sont les conséquences en chaîne sur le système bancaire? Et est-ce qu'il est capable de résister à de tels chocs? Et ensuite, la Banque centrale européenne dresse un diagnostic de ces tests de résistance, ce qui lui permettait de dire en 2016 les banques en Europe sont en situation de convalescence. Vous voyez qu'en 2016 on était 8 ans
après la crise et on était simplement en convalescence. Et en 2018, les 2 derniers tests, on est, pour la Banque Centrale Européenne, on est sorti de la convalescence, mais il y a encore de grosses poches de fragilité, notamment la Deutsche Bank, la Barclays, et puis quelques plus petites banques italiennes. Donc ça, c'est le mécanisme de supervision unique. Le mécanisme de résolution unique. Il y a 2 choses dans le mécanisme de résolution unique. Il y a d'abord l'établissement d'une hiérarchie des contributeurs en cas de crise. Vous avez vu qu'à la suite de la crise de 2008, l'acteur principal qui a été mis à contribution pour sauver les banques, c'est l'État, les États, donc les citoyens, puisque... et donc, l'idée avec le mécanisme de résolution unique, c'est d'inverser les priorités en cas de nouvelle crise. Donc, il est prévu qu'en cas de nouvelle crise, les premiers mis à contribution seront les actionnaires des banques et les gros déposants, c'est-à-dire au-dessus de 100 000 €. Ensuite, il y a une espèce de hiérarchie qui est prévue. Le deuxième, ça serait les fonds publics nationaux, si les actionnaires sont défaillants. Et au troisième degré, un fonds de résolution mutualisé. Alors, j'arrive à ce point, puisque ça c'est aussi prévu dans le mécanisme de résolution unique, c'est la création d'un fonds de résolution mutualisé. Je vous rappelle qu'au moment de la Grèce, on a créé de toutes pièces un fonds européen de stabilisation financière qui emprunte et qui prête. Donc là, l'idée, c'est, dont le statut, pour l'instant, ce fonds de stabilisation qui est devenu mécanisme européen de stabilité, était à l'origine prévu pour une durée limitée. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ce fonds va devenir. De manière pérenne, dans le mécanisme de résolution unique, on crée un fonds de résolution mutualisé. C'est-à-dire que les banques alimentent ce fonds régulièrement, chaque année, d'une contribution, pour qu'il devienne opérationnel à l'échéance 2025, mais, je vous dis, c'est l'importante restriction que j'apporte tout de suite, c'est qu'en 2025, ce fonds de résolution mutualisé, il sera, pour l'instant, d'un montant maximum de 60 milliards. Quand vous vous souvenez que le premier plan d'aide à la Grèce, c'était 110 milliards. Et que les plans à l'Irlande, au Portugal, c'était de l'ordre de 80-90 milliards. Donc il est pour l'instant sous-dimensionné. Vous comprenez aussi pourquoi il est sous-dimensionné, parce que c'est les banques qui contribuent à ce fonds de résolution. Le troisième pilier de l'union bancaire, c'est la garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 €. C'est-à-dire que les dépôts sont garantis. Et pour l'instant, nous sommes dans un système de garantie nationale. Et ce qui est en discussion dans le cadre de l'union bancaire, c'est le passage à une garantie européenne. Donc ça, c'est... Alors, si juste un petit élément, l'union bancaire, c'est incontestablement un progrès du point de vue de la stabilisation du système financier. Mais, parce qu'il y a beaucoup de mais, vous avez pu le noter au passage, les mais, c'est la faiblesse du fonds de résolution mutualisé. C'est que le mécanisme de supervision, il est très bien, mais il ne concerne que les banques. Il ne concerne pas les compagnies d'assurance, il ne concerne pas les fonds d'investissement, etc. Or, dans le système financier, il n'y a pas que les banques. Le troisième élément de bémol que j'apporte, c'est que ces mécanismes, encore une fois pas du tout pour les sous-estimer, mais pour les mettre à leur place, ils interviennent dans le cadre d'une réforme bancaire qui n'a pas été jusqu'au bout de sa logique, puisqu'on est toujours dans des mastodontes
qui mêle les activités classiques de crédit dépôt et les activités financières. Et quand même, je tiens à dire qu'aujourd'hui, le secteur bancaire et financier représente près de 8 fois le PIB de l'Union. Hein, la banque, la BNP Paribas, c'est 1,5 PIB de la France. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il faut, cette union bancaire c'est bien, mais il faut relativiser l'efficacité en cas de crise. Et vous voyez bien pourquoi, moi personnellement, j'étais partisan de casser les banques en deux. Parce que quand vous avez un poids tel, en quelque sorte, le rapport de force, il parle de lui-même à un moment donné. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la fameuse taxe sur les transactions financières de 2012, elle est toujours dans les limbes. Bien. Donc, j'aborde le dernier point de mon propos aujourd'hui, la réponse monétaire à la crise. Ça, c'était la réponse financière, l'union bancaire. La réponse monétaire à la crise financière, la politique de la BCE. Donc, je vais passer très vite sur la coopération monétaire jusqu'en 1989. On pourra y revenir éventuellement dans la discussion jusqu'en 89-92, jusqu'à Maastricht, quoi, en gros. La coopération monétaire jusqu'au traité de Maastricht, c'est la base, c'est le système monétaire européen que j'ai pris la précaution de rappeler dans les dates importantes tout à l'heure. Ce système monétaire européen qui est né en 1979 avec un système de parité fixe entre les monnaies européennes et une coopération entre banques centrales. Donc là, les systèmes de parité fixe et la coopération entre banques centrales à partir de 1979, c'est, si vous voulez, la première étape d'un long chemin qui était alors prévu vers une éventuelle monnaie commune. Oui, c'était vraiment très très loin. Hein, pour qu'il y ait un jour peut-être une monnaie commune, il fallait commencer par que les banques centrales coopèrent entre elles autour de parité fixe des monnaies. Bien. Il va y avoir une brutale accélération de l'histoire, comme je le rappelais, puisque donc il y a des événements qui interviennent en 89, chute du mur, puis surtout, enfin, ça en est une conséquence, réunification allemande 90 qui change la donne, puisque l'Allemagne change de dimension en se réunifiant. Et donc c'est ce nouveau contexte qui va amener les autres États membres donc à recueillir l'accord de l'Allemagne pour une monnaie commune. Et on va retrouver alors l'Allemagne va accepter de rentrer dans un processus de monnaie commune, mais largement à ses conditions. Donc c'est le traité de l'Union européenne, Maastricht 1992. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce traité de l'Union européenne? Il y a le calendrier de l'intégration monétaire, c'est-à-dire les étapes. La coordination des banques centrales, puis l'harmonisation des politiques monétaires, les coopérations entre banques centrales, la date d'entrée dans l'euro, la date de circulation de l'euro comme monnaie, etc. Voilà, ça c'était la première chose qui sont prévues dans le traité de Maastricht. Deuxième chose, dans le traité de l'Union européenne de 92, c'est les statuts de la Banque centrale européenne. Indépendance par rapport au gouvernement et interdiction d'achat de titres de dette publique. C'est-à-dire que les États ne peuvent pas se faire financer les bons du Trésor qu'ils émettent par la Banque centrale. Autre disposition très importante, la politique monétaire est déterminée par la Banque centrale européenne, qui est indépendante. Donc, si vous voulez, vous voyez, et c'est quelque chose de très important. On peut juger que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est très important, parce que dans les politiques économiques qui étaient auparavant entre les mains des États, vous aviez la politique monétaire, notamment à travers le pilotage des taux d'intérêt, et ensuite la politique budgétaire. Là, vous avez un élément
des politiques économiques qui échappent aux États, puisque la Banque centrale est européenne, et c'est elle qui décide de la politique monétaire, notamment à travers la fixation du fameux taux d'intérêt directeur. Puisque le taux d'intérêt directeur que fixe la Banque centrale européenne, c'est celui sur lequel les banques ensuite vont aligner leur politique de crédit. Et si le taux est faible, la politique de crédit sera facilitée. Si le taux est élevé, la politique de crédit sera restreinte. Et cette politique monétaire est déterminée par la Banque centrale européenne, donc indépendante, avec pour seul objectif, ça c'est le traité, la stabilité des prix. Veiller à la stabilité des prix. Il n'y a pas dans le traité d'objectif fixé en matière de croissance de l'activité, de développement de l'emploi. Le seul objectif qui est fixé aux responsables de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. Autre disposition, c'est les fameux critères de convergence pour rentrer dans l'euro. C'est-à-dire que les États doivent subir un espèce d'examen de passage. Et il y a 5 critères qui sont retenus: le taux d'inflation, le taux d'intérêt, le taux de change. Le taux de change, il était déjà fixé dans le cadre du système monétaire européen, puisqu'on avait des taux de change fixes, donc il fallait respecter les parités. Le taux d'inflation et le taux d'intérêt, il fallait se situer à peu près dans la moyenne des autres États. Et puis il y a les deux fameux qui vont rester extrêmement importants et célèbres: le taux de déficit public, 3% maximum du PIB, et le taux de dette publique, 60% maximum du PIB. Au bout, au 1er janvier 1999, on regarde comment les États candidats satisfont aux critères de convergence et on décide de la création de la zone euro. Donc vous avez à cette époque-là 11 pays qui sont sélectionnés pour faire partie de la zone euro. Donc on était en 2000, à 2001, au 1 99, il n'y avait pas encore les pays de l'Est européen qui étaient entrés dans l'Union européenne. Donc il y a 11 pays à cette date-là qui rentrent dans la zone euro. Aujourd'hui, la zone euro compte 18 pays. Alors, je vais terminer là-dessus. Ce qui est important de noter, c'est la politique monétaire. La politique monétaire après la crise de 2008. Donc, premier élément, dès qu'il y a la crise de 2008, les banques centrales, donc la Fed aux États-Unis et la Banque centrale européenne vont baisser les taux d'intérêt pour faciliter le crédit. Mais dans une période de crise, vous pouvez baisser les taux d'intérêt, ça ne change pas grand-chose. Donc il va y avoir une politique beaucoup plus active qui va être développée, d'abord aux États-Unis, et on peut regretter que l'Union européenne ait mis autant de temps à déclencher cette même politique en Union européenne. C'est ce qu'on appelle la politique de quantitative easing. Traduction française, assouplissement quantitatif. Et donc elle va être mise, je vais vous expliquer en 2 mots tout de suite en quoi ça consiste, à compter de février 2015. J'ai dit c'est tardif parce que la Banque fédérale américaine l'a mise en place dès 2008. Et donc elle consiste à racheter tous les mois aux banques des titres de dette publique ou privée. Donc ça commence à partir de février 2015. D'abord 60 milliards par mois sont rachetés au système bancaire, puis 80 milliards, etc. Jusqu'à fin 2018, où cette politique a pris fin. Dans toute cette période-là, 2015-2018, la Banque centrale européenne a racheté 2600 milliards de titres de dette publique ou privée aux banques. L'objectif, il y avait plusieurs objectifs à travers ça. Maintenir des taux d'intérêt faibles, plus vous achetez des titres, voyez bien, plus vous achetez des titres, plus le taux d'intérêt sera faible. C'est quand il n'y a pas de candidat pour acheter des titres que le taux d'intérêt monte. Donc c'est de maintenir les taux bas.
Hein. Et donc vous voyez que par exemple encore aujourd'hui et l'année dernière la France emprunte à 0,3 ou 0,5%. Maintenir les taux bas. Deuxième point, en rachetant des titres de dette publique notamment aux banques, eh bien on veut donner en quelque sorte de l'argent frais aux banques pour développer le crédit, soit aux ménages, soit aux entreprises. Hein. Et le troisième objectif, c'était contribuer en développant largement les crédits dans l'économie, c'était de faire monter un peu les prix pour faire baisser en valeur réelle le montant de la dette. Cette politique, elle a eu donc on peut la porter à l'actif de Mario Draghi, qui est le président de la Banque Centrale Européenne. Elle a permis de limiter la hausse de la dette des États, hein, puisque depuis qu'elle a été mise en œuvre, les taux d'intérêt sont restés extrêmement faibles. Or, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure vous montre que les taux d'intérêt, plus ils sont élevés, plus ça fait boule de neige sur le montant de l'endettement. Donc, elle a maintenu, donc ces effets ont été positifs. Je termine sur un point, pour moi qui est un point majeur, et qui pose en arrière-plan la question, qui interroge la question de l'indépendance de la Banque centrale, c'est de mettre en rapport cette distribution de 2600 milliards en 4 ans. On a, si vous voulez, le chiffrage du coût financier de la transition énergétique à l'échelle de l'Union européenne, c'est un peu plus que ce que j'ai mis dans le papier parce que les chiffres ont été révisés depuis, c'est 600 à 700 milliards par an sur 10 ans. C'est une estimation qui a été faite, qui est à peu près convergente entre tous les bureaux d'études. Or là, vous voyez, on a dépensé 2600 milliards qu'on a donnés aux banques, sans aucun contrôle sur la destination. Donc ça, à la fois, derrière, vous voyez les multiples interrogations que ça soulève, sur le plan intellectuel, là, simplement. Hein, ça soulève la question, encore une fois, du poids de la banque, du poids des banques, et de leur liberté totale dans l'affectation des fonds. Parce qu'une grande partie de ces fonds ont été alimentés, la hausse des cours boursiers qui ont été multipliés par 4 aux États-Unis depuis 5 ou 6 ans. Rachat, fusion, acquisition, concentration, etc. Ça pose la question de la Banque centrale, de son indépendance. Elle a décidé, bon, aucun contrôle politique sur cette politique et sur les conséquences de cette politique. Donc voilà, je pense que c'est des questions qui méritent d'être posées au moment où on s'interroge sur l'ensemble des politiques conduites par l'Union européenne. Voilà, j'ai tenu à peu près pour être, parce que je tiens